j'entends. Donc, est-ce que vous m'entendez? Je continue. Dans ce cas-là, on doit mentionner que, Oui, surtout donc les antécédents de la mère, diabète, insuline dépendant, HTA sous traitement, dysthyroïdie, hyperthyroïdie, tout ça doit être mentionné dans ce document. Maintenant, pour ce qui est donc, des décès maternels, on doit préciser donc le décès, le lieu de décès, le lieu où la grossesse a eu, plutôt le décès où euh, le lieu de décès, le décès pendant l'accouchement, l'avortement, toutes ces informations doivent être mentionnées. Est-ce que ce décès a eu lieu dans les 42 jours précisant la gestation? C'est très important. Et nous avons un dispositif, un plan de lutte contre la mortalité maternelle. Et si vous n'avez pas et vous ne disposez pas d'assez d'informations, il faut opter pour cette cause indéterminée. Pour ce qui est de revenant au signalement obstacle médico-légal, donc ça a été expliqué, caractère violent, indéterminé ou suspect, donc vous allez cocher cet obstacle. Pour la mise en bière en cercueil hermétique, ça a été expliqué, et l'existence des prothèses fonctionnelles avec les piles, ça a été aussi expliqué. Et enfin, est-ce qu'il y avait une intervention chirurgicale 4 semaines avant le décès? Si vous avez une fiche médicale et vous avez des informations relatives à une intervention chirurgicale pratiquée dans ce délai de 4 semaines, vous devrez la mentionner dans votre constat de décès. Maintenant, quelques questions pratiques. Est-ce qu'un médecin qui conclut un mort suspecte, il doit quand même remplir le certificat de décès? Oui, il faut toujours remplir le certificat de décès en entier parce que le fait de conclure à une mort suspecte ou encore en cas de signe ou d'indice de mort violente, ceci n'entraîne pas systématiquement le recours à l'autopsie judiciaire. Est-ce qu'un médecin peut-il fournir à une famille un certificat si les causes? Oui, les ayants droit d'un patient décédé peuvent avoir accéder à des informations sous réserve que le patient n'a pas exprimé une volonté contraire. Est-ce qu'un médecin peut-il fournir à une assurance un certificat sur le corps de décès? Non. Le médecin ne doit jamais adresser un courrier directement à un médecin de la CNAS ou encore à un médecin d'une assurance parce qu'il n'y a pas de secret partagé entre un médecin et entre le médecin de la compagnie d'assurance. Selon le médecin, peut-il être condamné pénalement pour avoir établi un faux certificat de décès? On vous a renseigné dans le chapitre droit médical que parmi les éventualités qui peuvent mettre en cause un médecin sur le plan professionnel, c'est la rédaction de faux documents ou de certificats mensongers. Selon l'article 226, tout médecin qui certifie faussement ou dissimule l'existence d'une maladie, il encourt une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans. Selon l'article 238 de la loi 85 relative à la santé, le médecin, dans l'exercice de ses fonctions, ne doit en aucun cas certifier faussement, sciemment, pour favoriser ou nuire délibérément à une personne physique ou morale. Et enfin, nous avons l'article 58 du Code de déontologie médicale qui stipule que la délivrance d'un rapport tendancieux d'un certificat de complaisance est strictement interdite. On arrive à la conclusion, les différents dispositifs législatifs ont accordé une importance considérable à la mort et seul le médecin est habilité à constater la survenue d'un décès. L'examen externe de la personne décédée fait partie intégrante de l'exercice de l'acte médical. Il faut examiner les cadavres. Et enfin, la vigilance et la prudence doivent être de rigueur parce qu'on n'arrive pas toujours à écarter l'éventualité d'une mort violente. C'est une mission délicate. Attention, attention, attention. Le premier cas clinique, c'est une femme âgée de 74 ans. Elle a fait l'objet d'une chute à son domicile et une fracture du col a été diagnostiquée. Au cours de son immobilisation post-traumatique, lors de la 3e semaine, une embolie pulmonaire fatale a été survenue. Comment ça doit être votre démarche pour rédiger le certificat de décès? Alors, les deux parties. Oui, vous êtes requis par la gendarmerie nationale pour réaliser l'examen externe et rédiger le certificat de décès d'une personne. Ce décès a eu lieu à son domicile. Lors de l'interrogatoire, nous avons un diabète insulinodépendant et nous avons une hypertension artérielle sous traitement. Ces deux pathologies sont régulièrement suivies.
Nous avons une notion d'une hospitalisation depuis 10 jours environ d'un de ces fils pour pneumonie massive et bilatérale avec un test oropharyngien positif pour la maladie Covid-19. Cette, cette femme a présenté également une dyspnée modérée fibrée et elle a refusé d'aller consulter aux urgences. Quelle sera votre conduite à tenir en vue de rédiger ce certificat de décès? Je vous remercie de votre attention et le débat est ouvert pour les questions. Donc, vous pouvez donc poser les questions oralement ou encore par écrit. Je suis là pour vous répondre. Docteur, pourriez-vous nous répéter les causes directes, intermédiaires, initiales, donnez-nous des exemples, s'il vous plaît. Oui, c'est très, très intéressant. Il faut sachez que c'est un véritable travail. C'est un véritable travail de synthèse. On doit rencontrer les familles, on doit demander des fiches médicales de suivi, des explorations, un scanner, IRM, etc., etc. Pour pouvoir surtout remplir la deuxième partie, la partie anonyme et la partie médicale. C'est très intéressant. Donc, pour nous, nous sommes devant un cadavre, tout dépend. Est-ce que ça a été pris en charge, ce cadavre, c'est-à-dire dans le cadre d'une hospitalisation? Dans ce cas-là, la mission est un petit peu facile par rapport à une autre situation où le cadavre est découvert dans la voie publique ou encore dans son domicile. C'est par rapport, on doit faire un travail de synthèse par rapport au mécanisme final de la mort et par rapport aux causes initiales si on a ces informations. On doit faire un travail de synthèse, un travail surtout de chronologie et d'imputabilité par rapport à ces éléments et qui doivent être un petit peu là reliés d'une façon chronologique et d'une façon un petit peu là scientifique. C'est quoi ce raisonnement médico-légal concernant les trois causes directes, intermédiaires? C'est surtout pour remonter à la cause initiale. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la cause initiale. Maintenant, pourquoi cette cause initiale intéresse les cliniciens? Pourquoi elle intéresse les épidémiologues? C'est surtout pour instaurer des mesures préventives. C'est pour la stopper. Parce que là, si nous sommes devant, par exemple, un problème de masse, où il y a plusieurs personnes qui meurent et de la même manière, on doit alerter et on doit surtout tirer la sonnette d'alarme. C'est pour cette raison qu'on doit surtout faire un travail de synthèse. Ce travail de synthèse nécessite surtout d'avoir des connaissances médicales, des informations relatives à la personne décédée. Si on dispose le maximum de ces informations, on peut surtout se prononcer sur ces trois causes. Un autre exemple, si par exemple nous sommes dans une insuffisance, dans un cas, une insuffisance rénale terminale, cette insuffisance rénale, généralement, cette personne, elle est dialysée d'une manière régulière, elle subit 3 ou 4 séances d'hémodialyse par semaine. Maintenant, donc, nous avons cette IRC. Cette insuffisance donc, peut se compliquer d'une IRA, d'une insuffisance rénale aiguë, et que n'importe quel mécanisme peut la déséquilibrer. Une infection, un problème par exemple, d'hypercalémie, un problème, tout est important. Maintenant, si elle a été prise en charge et on a demandé un iogramme et on trouve une hypercalémie, un taux de potassium qui est très, très important, on est en droit de conclure à une mort un petit peu là naturelle, avec, comme étant une mort initiale, l'insuffisance rénale chronique. La cause intermédiaire, c'est surtout
cette insuffisance rénale aiguë et l'hypercalémie avec les troubles des rythmes éventuels comme étant une cause des règles. De toute façon, ce raisonnement médico-légal est très très important et il a surtout son intérêt, surtout pour remonter à la cause initiale et aller agir là où il y a un problème quelconque, dans surtout les situations de mort de plusieurs personnes et de masse et où les autorités et les services d'épidémiologie doivent intervenir. Si on assiste à une mort d'un membre de la famille et nous sommes médecins, est-ce qu'on peut... Non, non, on ne pourra jamais rédiger le certificat de décès à domicile. Le certificat, on est autorisé à rédiger ce certificat si on est médecin dans le cadre des heures de travail, d'accord, dans les cadres des heures de travail, parce que pour la simple raison, il y a des enjeux judiciaires, il y a la notion de responsabilité. Un membre de la famille, on doit appeler, que ce soit les services de protection civile, ils ont des médecins qui travaillent avec eux, ou encore les médecins du SAMI, et c'est à eux de décider donc de rédiger ou encore de ne pas rédiger le certificat de décès. En l'absence de rédaction du certificat de décès, on va faire intervenir la police judiciaire, gendarmerie ou police, et on va établir une réquisition à un médecin. Ce médecin va établir cette tâche de rédaction des médecins. Dans quel cas le SAMI peut-il refuser, doucement s'il vous plaît, dans quel cas le SAMI peut-il refuser de transférer un patient aux urgences? Est-ce que si le patient décède ensuite à la maison est considéré comme mort naturelle ou non? Ici, donc, c'est une question piège dans la mesure où le SAMU, quand il estime qu'il y a une urgence, il n'a pas de raison de refuser le transfert de ce malade, sinon il sera jugé pour non-assistance à une personne en danger, d'accord? Et si le patient décède ensuite à la maison, il est considéré comme une mort naturelle. Si dans cette situation, c'est une mort non naturelle, il y a, donc si vous allez revenir dans mon exposé, vous allez trouver la réponse, c'est clair. Quand il y a une notion ou encore l'éventualité des responsabilités médicales, ça c'est une mort suspecte ou encore s'il y a un obstacle médico-légal. Ici, le médecin du SAMI a refusé de le prendre en charge et de le transférer, on doit craindre une mort suspecte parce qu'il y a peut-être une négligence ou il y a absence de prise en charge ou encore refus de un petit peu là, de prendre en charge une personne en état de danger ou en péril. Qu'écrivons-nous dans le certificat de décès dans ce cas-là? Oui, j'ai répondu, donc c'est une mort suspecte ou encore mort avec obstacle médico-légal à l'inhumation. Une autopsie est souhaitable pour déterminer les responsabilités. Maintenant, il n'y a pas de confraternité là-dessus. C'est du travail et que chaque médecin est responsable sur ses actes. D'accord? D'autres questions, s'il vous plaît? Pour le deuxième cas clinique, la cause de décès est l'infection par Covid. Attention, pour le cas clinique, on va terminer avec les questions et on va passer au cas clinique. Pourquoi l'ablation du prothèse? Parce qu'il y a l'ablation du prothèse fonctionnant au moyen du pile, il y a la radioactivité. Elle doit être enlevée. D'accord? Il y a une radioactivité qui reste des années et des années. C'est pour cette raison qu'on doit enlever la pile. Monsieur, on a dit que la suspicion d'une mort violente n'existe. Si l'indication type d'une autopsie, lorsque la mort est violente, on doit assurer que cette violence est mortelle, d'une part, et qu'on doit aussi réunir tous les éléments qui peuvent nous renseigner sur la forme médico-légale de la mort. Est-ce qu'il s'agit d'un suicide? Est-ce qu'il s'agit d'un crime ou est-ce qu'il s'agit d'un accident? L'autopsie est obligatoire dans le cas d'une mort violente.
L'autopsie, donc, quand est-ce que l'autopsie s'impose réellement? L'autopsie, elle est indiquée à chaque fois, premièrement, dans les situations suivantes. À chaque fois qu'il y a la notion d'une mort suspecte. Deuxièmement, dans toutes les situations où la mort est violente. Dans d'autres cas aussi, on peut recourir à l'autopsie, par exemple lorsqu'il y a une notion de faute médicale. Par exemple, lorsque le corps n'est pas identifié. Dans toutes ces situations, l'autopsie s'impose et elle est obligatoire. La mort d'un jeune homme sans antécédents médicaux ni chirurgicaux, qui ne présente aucune cause initiale et qui peut être la cause de sa mort, oui, c'est une mort suspecte. La mort d'un si jeune sans antécédents, ici, dans cette situation, on doit craindre la notion d'intoxication volontaire. La toxicomanie est fréquente chez les jeunes. C'est pour cette raison qu'on doit faire très attention. Si la mort est non naturelle, on doit continuer. Oui, vous devrez continuer et remplir tout le certificat de décès, que ce soit pour une mort naturelle ou une mort non naturelle. Pour les cas cliniques, qu'est-ce que vous avez essayé? Ça fait plus de 3 mois qu'ils sont affichés. Est-ce que vous avez donc, une idée? Non, il n'y a pas de quoi. On est là surtout pour vous donner le maximum. Est-ce que vous avez une idée sur les deux cas cliniques? Si vous voulez, donc on va revenir aux deux cas cliniques, on va répondre. Donc les deux cas cliniques, pour ce qui est des premiers cas cliniques, attention, ce cas clinique est intéressant sur le plan que nous avons une fracture du col, un traitement orthopédique a été mis et une complication survient. C'est l'embolie pulmonaire. Maintenant, l'embolie pulmonaire, attention, c'est une complication de la fracture. Elle survient dans un intervalle de 3 semaines. Dans ce cas-là, il s'agit d'une manière donc sûre d'une mort violente avec comme phénomène initial, comme cause directe, un traumatisme ou une fracture du col du fémur, comme cause intermédiaire, l'embolie ou encore un phénomène thromboembolique généralisé, et comme cause directe, l'embolie pulmonaire massive ou encore une détresse respiratoire secondaire à cette embolie. La partie supérieure, on doit mentionner que c'est une mort violente ou une mort indéterminée. Mais celui qui mentionne mort naturelle, il est à côté. C'est faux. C'est une mort indéterminée ou une mort violente. En bas, vous avez les 3 signes et les 3 éventualités. La cause directe, c'est la fracture du col du fémur. Ça peut survenir dans le cadre accidentel, dans le cadre volontaire ou encore dans le cadre involontaire. La cause intermédiaire, c'est la maladie thromboembolique, parce que ici, dans cette situation, on peut même évoquer la responsabilité médicale. S'il y avait des indications de la prescription d'anticoagulants dans le cadre préventif, et si cette prescription n'a pas eu lieu, on peut même faire ou encore évoquer la responsabilité médicale. Et pour la cause directe, c'est l'embolie pulmonaire ou la détresse respiratoire aiguë suite à cette embolie pulmonaire. Tout ceci est très, très important. D'accord? Et dans ce cas-là, l'autopsie doit être réalisée. Il faut être prudent. Dans le deuxième cas, c'est une réquisition, c'est une malade avec des antécédents de diabète et d'hypertension artérielle et qu'il y a une notion de contagion dans la famille et cette malade, elle présente une dyspnée modérée fébrile. La dyspnée, généralement, trouble respiratoire et que nous avons un contexte de contagiosité. Un de ses membres, l'un de ses fils était contaminé et il a présenté cette
maladie Covid-19, il faut faire très attention. Maintenant, pour la mort, elle ne pose pas de problème concernant son origine. C'est une mort avec une certitude à 100% naturelle qui ne pose aucun problème, mais elle pose un problème surtout de santé publique. Ici, on doit cocher la case mise immédiate dans un cercueil hermétique pour couper la chaîne de transmission. C'est ça l'intérêt des deuxièmes cas cliniques dans ces circonstances de cette épidémie de maladie Covid-19. D'accord? C'est une mort naturelle avec mise immédiate dans un cercueil hermétique. Si vous avez des questions, donc on revient aux questions et on termine. La mort d'un géant, c'est très très bien. Oui. Donc, si le mort est non naturel, la mort est non naturelle, on doit continuer. Oui, on doit continuer la rédaction dans toutes les situations, naturelles ou non. Chute d'un homme de 60 ans de l'escalier dans sa maison exige une autopsie ou non. Chute, dans ce cas-là, chute d'un homme. Donc, attention. Donc, avec des témoins dans son propre domicile. Ici, la mort est violente. Le plus souvent, elle est accidentelle, mais on peut autoriser l'inhumation. Mais ici, pour vous, en tant que médecin, en tant que rédacteur du certificat de décès, vous allez opter pour une mort traumatique, une mort violente, vraisemblablement d'origine accidentelle. C'est tout est compatible. C'est votre examen externe. Si les éléments requis à partir de l'entourage, les témoins, les parents, les descendants, ceux qui vivent avec cette personne, donc tout est compatible avec une chute. C'est une mort violente, vraisemblablement d'origine accidentelle. Et l'autopsie, maintenant la justice, par le biais du procureur, est libre de recourir ou non. S'ils estiment de recourir à l'autopsie, il va ordonner la pratique de l'autopsie. S'ils estiment que ce n'est pas intéressant de recourir à l'autopsie, lui, il est libre, il peut ne pas recourir à cette autopsie. Un enfant qui tombe dans un endroit dangereux, chantier par exemple, il meurt au même endroit. Il peut être considéré comme une mort accidentelle. De toute façon, c'est une mort suspecte, a priori. Et est-ce que l'autopsie est indiquée? Oui, l'autopsie, elle est indiquée. C'est une mort violente. Je reprends, je répète, la mort violente, accidentelle, suicidaire ou criminelle, l'autopsie s'impose à 100%. Et est-ce que cette autopsie, qu'écrivons-nous c'est une mort violente, d'accord, aux morts indéterminées, aux morts suspectes, et l'autopsie va être ordonnée par le biais du procureur de la République. Cause initiale directe intermédiaire dans le deuxième cas. Dans le deuxième cas de Covid, la cause initiale, c'est l'infection respiratoire, c'est la pneumonie virale, d'accord? C'est la pneumonie virale. La cause intermédiaire, c'est la maladie Covid-19. Et la cause directe, c'est la détresse respiratoire ou surtout la maladie thromboembolique généralisée, parce qu'on commence à connaître cette maladie et que des phénomènes de coagulation intravasculaire disséminés, donc avec consommation de facteurs de coagulation, donc on commence à connaître mieux cette pathologie. Et donc la cause initiale, c'est l'infection et la pneumopathie virale. La cause intermédiaire, c'est la maladie Covid-19. Et la cause directe, c'est que ce soit la détresse respiratoire aiguë ou encore la maladie thromboembolique généralisée. Non, il est le seul à la maison. Quand il est seul à la maison, donc, c'est une mort suspecte. Attention. Quand cette personne a fait une chute seule dans la maison, pour toi,
Vous n'avez pas assez d'éléments pour conclure à une mort naturelle, donc tu dois conclure au moins à une mort déterminée ou à une mort violente parce que vous avez le traumatisme et vous avez les stigmates et les signes d'un traumatisme. D'autres questions? Du cours, ça se passe normal. En principe, il vous reste un cours l'après-midi et un TD avec moi. S'il vous plaît, peuvent faire le cours d'après-midi à 14h si possible. Le cours. De toute façon, professeur Silami, donc, je ne sais pas ce que vous. Parce que donc, la personne chargée vous a informé que à 13h, ça sera avec moi. Le TD portant sur le certificat de co et blessure. Mon TD, ça sera à 13h. Et le cours, ça sera à 14h30. Il y a d'accord, un échange entre moi et le professeur Silami. Parce que vous êtes au courant ou non? Répondez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez. Oui, docteur. Très, très bien. Donc, l'information, vous l'avez, il n'y a pas de problème. On va faire un petit échange. Maintenant, revenons concernant ce certificat de décès. C'est la situation la plus fréquente où beaucoup de médecins ont été traduits devant la justice suite à ce certificat de décès. Faites attention, et c'est le moment de poser des questions. Est-ce qu'on doit avoir l'accord des parents? Non. L'autopsie médico-judiciaire, on ne tient pas compte du consentement. Kif, dans la mort suspecte, on ne tient pas compte la décision et la conclusion du médecin ayant procédé à la rédaction du certificat de décès est décisive, elle est cruciale. Quand le médecin opte pour une mort suspecte, presque à 100%, on va recourir à l'autopsie. Quand le médecin procède à une mort violente, c'est la même chose. On va faire une autopsie presque à 100%. Et tout ceci, ça passe en absence et on ne tient pas compte du consentement de la famille. Pourquoi? Parce que l'auteur des violences peut être un membre de la famille. Ces violences mortelles pourraient se passer à l'intérieur du domicile. C'est pour cette raison on ne tient pas compte du consentement de la famille et si le médecin, c'est une tâche délicate, si à travers votre conclusion que la démarche à suivre, que ce soit aller faire une autopsie ou encore autoriser l'inhumation. C'est sur votre conclusion qu'on doit que des décisions auront lieu. Mort par accident, le droit public est considéré, oui, c'est une mort violente ou mort suspecte. Ça peut avoir des circonstances, un crime maquillé en suicide, ou encore ça peut avoir avec des problèmes d'alcool, alcoolémie, des responsabilités. C'est pour cette raison, la mort sur la voie publique, accidentelle, accident de voie publique, accident du travail, c'est une mort suspecte ou mort violente. Dans le deuxième cas, la femme a fait un acidocytose diabétique après son infection au corona. Quelles seront les causes? Si c'est direct, intermédiaire. Dans ce cas-là, si nous sommes sûrs que la cause de la mort était, la cause directe, était une déshydratation, parce que le coma acidocytosique, généralement, il va entraîner ce qu'on appelle une déshydratation et une insuffisance rénale. Si nous avons cette éventualité, le raisonnement suivant, il est le suivant. Ça va être coma acidocytose diabétique comme étant une cause directe, la maladie Covid comme étant une cause initiale et le diabète déséquilibré ou encore hypertension déséquilibrée comme étant une cause intermédiaire. Ici, la cause qui a fait qu'elle a déséquilibré le diabète, c'est la pneumonie virale. D'accord? Donc, on doit raisonner de cette manière pour identifier ces trois causes, directes, indirectes et intermédiaires. Direct, initial et intermédiaire. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Très bien, l'autopsie peut être faite à la demande des parents? Non. Les parents peuvent ramener des informations concernant les circonstances de la mort et à travers ces informations, la justice ordonne ou non l'autopsie. Très bien, donc quelle heure est-il? Il est midi 7, donc si vous n'avez pas de questions, donc je vous coupe et rendez-vous à 13h, une petite pause, 1 heure, ensuite on va enchaîner avec le deuxième atelier. Merci. Merci à vous, bon courage et Merci, docteur. merci à vous.